Vous ne prenez jamais assez de départ. Tous les jours, vous devriez en faire de 15 à 20. Tous les jours. À vos marques. Prêt. Maurice Souvion, 70 ans. Alors mon portrait est très simple. C'est la vie d'un passionné du saut à la perche. J'ai eu une chance absolument inouïe de ne faire que ça toute ma vie. J'ai commencé comme athlète. J'ai fait du saut à la perche parce que c'était la spécialité sportive dans laquelle j'ai réussi tout de suite. Les autres m'intéressaient pas. Ensuite, je suis devenu champion recordman de France, à mon grand étonnement, parce que j'avais pas cette ambition au départ. Je voulais être champion départemental, et puis une fois que j'étais champion départemental, champion régional, et puis je suis devenu champion national. Et tout naturellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis devenu entraîneur national. Enfin, tout naturellement, non, par la grâce de Robert Bobin. Je suis devenu entraîneur national du saut à la perche, sans l'avoir cherché non plus. Et je crois que j'ai la carrière la plus longue d'entraîneur national, puisque je l'ai été de 1966 à 2000. Et je le serais peut-être encore si les règlements de l'administration ne m'avaient pas obligé à partir, parce que vous savez bien que dans l'administration, on prend sa retraite à 65 ans, et que j'ai trouvé une astuce pour aller jusqu'à 66. Et je reviens maintenant comme bénévole. Alors la première question est, comment est-ce que je suis devenu entraîneur? Et alors je me demande jusqu'à quel point je peux y répondre. C'est pas l'expression d'une vocation. Si j'avais une vocation d'enseignant, j'étais enseignant dans un centre d'apprentissage dans l'est de la France, et Robert Bobin, qui était directeur technique national de l'athlétisme, à un moment donné avait perçu bien sûr que j'étais quelqu'un de passionné, qui avait du mal de s'exprimer en dehors de la passion, et c'est lui qui m'a demandé de devenir entraîneur national. Auparavant, j'avais fait quelques essais d'entraînement de saut à la perche, avec un certain nombre d'erreurs, dont je me suis rendu compte et qui m'ont permis par la suite de ne plus les faire. Mais je suis donc devenu entraîneur national en 1966, tout de suite après ma carrière d'athlète. La première réflexion que j'ai faite, ça a été, oui, mais est-ce que je suis bien capable d'être un entraîneur? Est-ce que j'ai la formation pour être un entraîneur? J'avais pas de formation. Et alors, ma première année ici à l'INSEP a consisté à former un groupe de perchistes, parce qu'il fallait bien sûr que je démontre à tout le monde que je pouvais entraîner, parce que personne ne le savait. Et mon deuxième objectif a été une formation didactique. C'est-à-dire que j'ai décidé la première année d'écrire un bouquin sur le saut à la perche. Ce qui m'a obligé à passer toutes mes soirées à compulser tous les documents qui existaient sur le saut à la perche, d'y ajouter mon expérience personnelle d'athlète, et enfin de faire un bouquin qui m'a beaucoup aidé finalement, parce que il y en avait relativement peu. Alors inévitablement, j'ai rencontré des personnes avant qui m'avaient quand même influencé. La première personne dont je ne me souviens plus du nom, c'est lorsque j'ai fait mon service militaire, un lieutenant qui était un meneur d'hommes et qui m'a fait faire tout ce qu'il voulait. Ça, c'est important. J'ai retenu que c'était possible d'obtenir l'adhésion des gens en s'y prenant d'une certaine manière. Et puis ensuite, j'ai rencontré l'entraîneur national du saut à la perche et du javelot, je crois à ce moment-là, Jacques Dudal, que j'ai considéré comme un des plus grands pédagogues du monde, qui avait un enthousiasme absolument extraordinaire et qui, pareil, nous faisait nous investir à 100 ou 120%. Il faut que tu reculer le bassin ici, tu vois, pour reculer les épaules ensuite. Oui, oui. Allez, c'est de là qu'est née cette idée que j'ai de l'entraînement.
je crois que pour obtenir des performances, il y a 3 choses qui sont absolument indispensables. Il faut s'entraîner, bien sûr. Plus on peut s'entraîner, mieux ça vaut. Mais il faut, de toute manière, assimiler cet entraînement. Ce serait pas la peine de s'entraîner si c'est pas assimilé. Donc, ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour l'assimiler, le repos, les soins, etc. Et un 3e paramètre qui est au moins aussi important que les autres, c'est le plaisir. Lorsqu'on débute une activité, qu'elle soit une activité d'athlète ou qu'elle soit une activité d'entraîneur, il est bien certain qu'on se sert essentiellement de ce que les autres ont fait. Donc, on copie en quelque sorte. Et je crois que il faut copier pendant un certain temps pour acquérir du métier. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut avoir un esprit inventif. C'est-à-dire qu'on a la réflexion suffisante pour examiner avec objectivité les problèmes à résoudre et qu'on peut y apporter sa personnalité. Et à partir de là, ça devient absolument passionnant. Parce que copier, c'est une chose, mais quand on peut y apporter sa personnalité, quand on s'investit totalement dans une activité, eh bien, c'est beaucoup plus passionnant. Et je sais que lorsque je prends un athlète, ou que je prenais un athlète, les 2 premières années, il exécutait exactement ce que je voulais. C'était, bon, il obéissait, c'est tout. Et puis, lorsqu'il avait acquis suffisamment de métier pour pouvoir écouter son corps, pour savoir si ce qu'il faisait lui convenait, eh bien, on discutait du plan d'entraînement. Je lui demandais son avis sur telle ou telle forme de travail, et je constatais, à partir de là, un intérêt plus important pour l'entraînement. Et c'est vrai que lorsqu'on y apporte sa personnalité, eh bien, ça devient une autre activité. Alors, on évolue bien sûr, et je crois que il n'y a pas de progrès possible sans qu'il y ait un certain nombre d'échecs. L'échec est indispensable à la progression. Et je me permets de vous raconter un échec, par exemple. Lorsque j'étais prof dans l'Est de la France, j'ai voulu entraîner des sauteurs à la perche. J'étais athlète moi-même et j'avais la réputation de beaucoup m'entraîner. Et les jeunes qui sont venus, que j'ai invités à venir s'initier au saut à la perche, eh bien, je leur ai tenu le langage suivant. Pour faire un sauteur à la perche, il faut être fort, il faut courir vite. J'ai énuméré toutes les qualités indispensables à la spécialité. Eh bien, je dois vous avouer que, ayant entrepris donc la construction de ces futurs perchistes, au bout de 3 semaines, j'avais plus personne. C'était une erreur. Bien sûr, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, on dit ça dans les Vosges. Et j'ai compris que si je voulais en faire de futurs perchistes, il fallait d'abord que j'abonde dans leur désir à eux. Leur désir était de venir faire du saut à la perche, donc je leur ai fait faire du saut à la perche, sans leur parler des qualités nécessaires pour faire du saut à la perche. Ils ont pratiqué le saut à la perche. Et puis, au bout d'un moment, lorsque j'ai senti qu'ils étaient un petit peu accrochés, je leur ai dit, écoutez, vous voulez progresser, mais ce sera extrêmement difficile parce que il y a des conseils techniques que vous ne pourrez pas réaliser parce que vous n'avez pas les moyens physiques de le faire. Alors, vous voulez progresser, eh bien, on va essayer d'acquérir un petit peu plus de force dans la ceinture scapulaire, on va essayer de courir un tout petit peu plus vite, et c'était l'adhésion sans problème. Voyez-vous, je me suis rendu compte, j'ai découvert que finalement, il fallait, il y avait un cheminement pour que les choses puissent se faire avec une certaine forme de succès. Bon, ce qui m'amène, si vous voulez, à donner une définition de ce qu'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est celui qui crée de l'entrain éternellement. Alors, vous allez me dire, facile, c'est une affaire de psychologie. Donc, soyez un bon technicien et puis prenez un psychologue avec vous. Alors là, je ne vois pas les choses de cette manière-là, parce que je crois que c'est un métier de communication
Et la faculté de communiquer est absolument indispensable pour devenir un entraîneur. Donc on n'a pas besoin d'un psychologue. Si, on peut aller se renseigner auprès d'un psychologue. Mais c'est le temps qu'on va passer avec un athlète à lui parler, à lui dire ce qu'il faut, ce qui va toucher, qui va faire que il va se transcender ou pas. Je vais vous raconter encore une petite anecdote. En 1980, lorsque nous avions les meilleurs perchistes du monde, ça a été une petite époque comme ça, glorieuse pour nous, eh bien, nous avions d'abord l'oreille des médias, ce qui est pas une mauvaise chose, et nous avions fait une émission au cours de laquelle on essayait de mettre en parallèle les athlètes du moment que nous avions en 1980. Il y avait 3 recordman du monde, parmi eux, il y avait Vigneron, Quinon et mon fils Philippe, et un autre recordman du monde que nous avions eu en France, le seul jusque-là, qui s'appelait Fernand Gonder et qui en 1904 avait franchi 3,69 m. Et on s'est dit, voilà, qui est le meilleur de Fernand Gonder ou de Vigneron ou Quinon? Alors pour ça, il faut se réunir autour de mêmes conditions. Nous avons reconstitué, devant les caméras d'Antenne 2, les conditions de saut de 1904. Alors, très vite, perche en bambou, que nous avions été coupés à la bambouserie d'Anduze, une piste en terre battue, un billot de bois pour piquer la perche dessus, le saut en longueur pour la réception, et nous avons fait une compétition à distance. Eh bien, c'est important de souligner que les sauteurs à la perche de 1980 ont fait quelque chose comme entre 50 cm et 1 mètre de mieux que ce qu'avait fait Gonder en 1904. Et si ça s'était produit en 1904, on aurait crié au scandale et on aurait cherché quel dopage avait amené des hommes à faire infiniment mieux que le recordman du monde. Alors, c'est bon de faire une réflexion en ce moment-là. Eh bien, en 1904, 3,69 m, c'était l'Everest du saut à la perche. C'était le truc fabuleux où tous les sauteurs à la perche étaient à genoux devant ça en se disant « Ah, si ça pouvait m'arriver ». En 1980, même dans les interclubs, à 3,69 m, on n'a aucune chance de faire parler de soi. Les records se situaient à 5,80 m. Vous vous rendez compte de la différence? Alors, ça m'amène à dire que s'il y a une telle différence, bien sûr, ils s'entraînaient mieux en 1980, ok, mais les conditions matérielles étaient les mêmes, mais ce qui était différent, c'était la manière de voir les performances, ou du moins la qualité des performances. Et je considère, moi, que chacun d'entre nous, nous avons dans notre tête une prison. Une prison, les murs, ce sont les références, c'est la performance absolue, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est les paramètres qui permettent d'arriver à cette performance-là, et on est limité par ça. Et il faut être un pionnier qui, de temps en temps, bouscule les murs de la prison, et inévitablement, dans les semaines ou les années qui viennent, tout le monde s'y engouffre. Quand un entraîneur se trouve confronté à l'objectif à atteindre, bon, il doit en faire une analyse, et une analyse objective. C'est-à-dire qu'il doit prendre en compte tous les paramètres, ce qui est nécessaire pour l'environnement, et notamment maintenant où l'environnement a de plus en plus d'influence sur l'évolution d'un athlète, et il se fait son idée. Et lorsque il a fait son cheminement, il va se renseigner à droite à gauche, il va discuter avec les athlètes, mais lorsque le chemin est tracé, il est bien certain qu'il ne faut pas en changer à tout moment, même si d'autres entraîneurs pensent que c'est pas bon, même si les médias pensent que c'est pas le bon chemin. Moi, je crois que pour savoir si le chemin qu'on a entrepris, si la démarche qu'on a entrepris est bonne, il faut l'amener jusqu'au bout. Alors, ce que je dis là
pourrait induire, si vous voulez, que l'entraîneur est quelqu'un de rigide et qui a une idée fixe et puis qui n'en sort jamais. Non, je voudrais surtout pas que ce soit interprété de cette manière-là. Non, un entraîneur, c'est quelqu'un de curieux et qui doit puiser ses connaissances à toutes les sources, parce que il y a à apprendre partout. Et c'est seulement lorsque il a mis dans ce pot qu'il a devant lui, qu'il a mis tout ce qu'il était nécessaire ou qu'il croit être nécessaire pour tracer son chemin, qu'il a bien touillé, c'est un cuisinier, vous comprenez, et qu'il va faire son plat le meilleur possible. Et c'est une des raisons pour laquelle, si vous voulez, en 1980, où je m'étais rendu compte que quelquefois on était obligé de s'arrêter parce qu'on n'avait pas le matériel ou parce qu'on n'avait pas l'argent, j'ai créé une association un petit peu autonome, je crois, l'autonomie. Pourquoi? Parce que l'autonomie, à un moment donné, vous permet de réagir beaucoup plus vite que lorsque vous êtes obligé de faire une demande en plusieurs exemplaires et d'attendre que la réponse à la demande. Donc, une association qui s'est intitulée Perche et Spectacle, et dont l'objectif, si vous voulez, alors c'était particulier au saut à la perche, était de mettre en commun déjà les structures matérielles. Bon, il faut beaucoup de perches pour sauter à la perche. Il faut des sports, ça coûte cher. C'est pas la portée de tous les clubs. Et je m'étais dit, bon ben les gens vont venir avec ce qu'ils ont, et puis on va mettre tout ça en commun, et ça va nous permettre déjà de faire face à un certain nombre de problèmes. Et nous avons examiné tous les autres problèmes. Par exemple, on a créé une dynamique de groupe. Bon, dans les sports collectifs, cette dynamique de groupe, elle existe. Dans les sports individuels, non. Dans les sports individuels, on est confronté également à d'autres problèmes qui viennent perturber la chose. C'est la personnalité des athlètes qui peuvent avoir tendance, parce que ils sont centrés sur eux-mêmes, à se regarder le nombril trop longtemps. Et donc, en créant cette association et en amenant les athlètes qui étaient dans l'association à participer à l'ensemble de la gestion de l'association, eh bien, d'en faire non plus des égoïstes, mais des types généreux. Comme Galfion, par exemple, étant champion olympique, n'en entraînait pas moins les débutants qui arrivaient. Elle leur donnait des conseils. Bon, il faisait abstraction de ses primes quand c'était tout le groupe qui allait faire une démonstration, par exemple, et c'était au bénéfice de ceux qui n'auraient jamais rien touché. Et vous? Et puis, vous en avez qui n'avaient peut-être pas grand-chose à apporter, mais qui apportait obligatoirement quelque chose, ne serait-ce que, par exemple, collationner les cotisations voyez-vous, ils apportaient quelque chose. Ils étaient partie prenante. Alors, j'y vois des tas d'intérêt à cette manière de faire, parce que recevoir, c'est bien, mais à un moment donné, c'est contraignant. Je suppose que tout le monde sera de mon avis. Un athlète que vous formez comme un fils que vous formez, eh bien, à un moment donné, s'il est trop redevable, s'il sent trop redevable, il se sauve, il s'en va. Et c'est la rupture de la plupart des couples entraîneurs-entraînés qui, à un moment donné, ne peuvent plus se supporter parce qu'il y en a un qui se sent redevable et l'autre qui se dit « ben non, mais il ne renvoie pas l'ascenseur ». Et vous? Alors que si chacun apporte quelque chose, ce problème ne se pose jamais. Et une de mes fiertés, eh bien, c'est d'avoir formé Jean Galfion quand il avait 14 ans, et mon fils de la même manière d'ailleurs, qu'il soit devenu champion olympique sans avoir changé d'entraîneur,
et que maintenant encore, alors que je suis en retraite, je continue à l'entraîner, voyez-vous. Donc, la gestion entre les deux personnages a été bonne, je crois. Bon, on est en but à d'autres influences. Tenez, les influences médiatiques. Eh bien, c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre en compte maintenant, parce que ce qui se dit dans la presse est énorme. Je vais même plus loin. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de bien, si ça ne se sait pas, vous n'en tirerez pas les bénéfices. Bon, et là aussi, j'ai géré ça d'une manière un petit peu particulière. Souvent, j'ai entendu les réflexions d'athlètes ou d'entraîneurs disant, face à des commentaires sur le saut à la perche notamment, « Oh, il n'y connaît rien, c'est une bille. » Ok, mais si les relations s'installent de cette manière-là, on s'en tire jamais. Et j'ai créé des séances d'initiation de saut à la perche pour les médias, pour les journalistes. Ça a marché, ils venaient à une quinzaine, là, et puis c'était suivi non pas de débats, mais d'agapes joyeuses. Et ils sautaient à la perche, ils n'ont pas sauté haut, mais ils savaient déjà de quoi ils parlaient. Ensuite, se créaient des liens, parce que le sport, finalement, c'est la performance, ok, mais si ça s'arrête à la performance, ça va quand même pas très loin. Le sport, à mon sens, c'était essentiellement pour améliorer l'homme, pour améliorer les communications avec les autres. C'est ça l'essentiel du sport. Sinon, ben, c'est un spectacle, ça devient un spectacle comme tous les autres spectacles. Bon, j'ai la faiblesse de croire qu'on peut trouver dans la pratique sportive les moyens d'améliorer les gens. Je ne vais pas vous parler de mon âge, j'en suis à un point où on n'en parle plus maintenant, mais je peux vous dire que j'ai suivi une évolution absolument extraordinaire du sport. La pratique du saut à la perche actuelle n'est pas celle que je pratiquais lorsque j'avais 20 ans, donc il y a 50 ans, et il y a eu une évolution, et on s'entraîne davantage. Il y a des tas de choses qui sont venues se greffer au sport. On ne parlait pas de psychologue à ce moment de mon temps, on parlait pas. On ne parlait pas d'argent, ça nous coûtait au contraire. Mais on s'entraînait moins. De toute manière, on ne pouvait s'entraîner que si on avait quand même une situation assise. Hein, sans quoi, c'est pas le sport qui nous amenait une situation. Enfin, on est confronté à des problèmes maintenant qui n'existaient pas il y a une cinquantaine d'années. Et puis, je vais dire, tant mieux que ça évolue, tant mieux que on saute 1 mètre et quelques de plus que moi en 1960. Parce que maintenant, c'est les filles qui font les performances que je faisais en 1960 comme recordman de France. Donc, eh bien, il faut changer obligatoirement son attitude. Il y a des effets pervers. Parlons simplement de l'argent. L'argent est venu progressivement dans le sport, eh bien parce que ça a été un moyen de promouvoir d'autres choses. Et à un moment donné, le sportif, de par sa notoriété, permet de promouvoir. C'est bien, à condition de ne pas pervertir la chose. Les efforts qu'on demande à un sportif sont énormes. Il s'entraîne pratiquement maintenant 2 fois par jour. Bon, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, ou voire même 3 heures, avec l'obligation de récupérer pour assimiler cet entraînement, mais ça fait déjà la journée normale d'un travailleur. Et vous, par ailleurs, la grande majorité pense quand même à son avenir et à l'après-sport, parce que le sportif est probablement le plus jeune des retraités, hein, à 30 ou 35 ans maintenant, bien on a encore une bonne cinquantaine d'années devant soi où on mène une vie d'homme. Et ça, il faut y penser quand on est comme athlète. Donc, je dis, l'argent est une obligation. Il faut que les sportifs qui font de tels efforts aient la possibilité, 1, de vivre pendant ce temps-là, 2,
de prévoir l'avenir. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait des effets pervers à cette évolution. Bon, les médias s'intéressent beaucoup et ont une influence sur les possibilités de professionnaliser une carrière d'athlète. Mais l'effet pervers, si vous voulez, c'est que l'athlète, à un moment donné, ou l'entraîneur, qui est à la recherche de moyens financiers notamment, où l'entraîneur a la notoriété lui permettant d'évoluer lui aussi, eh bien, soit amené à tricher pour atteindre ses objectifs. Et la triche la plus perverse, c'est bien sûr d'avoir recours à des moyens permettant de faire quelque chose de plus que ce qu'on peut faire naturellement. C'est le dopage. Alors, le dopage qui s'est organisé, parce que là aussi c'est un moyen, là avec la professionnalisation du sport et l'argent qu'il y a dedans, eh bien, vous avez des spécialistes qui se sont mis à rechercher ce qu'il y avait de mieux pour justement les différentes rubriques sont souvent on retrouve ça dans la plupart de vos journaux quotidiens, des histoires de dopage, des scandales de dopage, le cyclisme, le Tour de France, toutes ces choses-là, qui vous donneraient d'ailleurs une idée que je combats, que le sport est une des sources de perversion du genre humain à un moment donné. Alors, je sais que ça a déjà existé. D'ailleurs, si je me souviens bien, dans l'Antiquité, il y avait déjà eu des Jeux Olympiques, que ces Jeux Olympiques ont entraîné les mêmes effets et qu'ils ont disparu. Donc, attention, le sport, avec ses perversions, pourrait, lui aussi, disparaître d'une certaine manière et redevenir un spectacle comme on en voit à l'opéra ou autre. Il y aura toujours des artistes du saut à la perche, du saut en longueur ou du basket, hein. Et ce sera toujours agréable à voir. Mais à ce moment-là, il faudra perdre de vue que l'éthique du sport, c'est-à-dire que le sport est fait essentiellement pour améliorer l'homme. Et moi je crois toujours à cette qualité du sport. Je trouve que cette qualité, elle est entre les mains des entraîneurs, j'allais dire les éducateurs, mais il n'y a pas de différence entre un entraîneur et un éducateur. Je dis que on est l'un et l'autre, toujours, et que c'est eux qui pourront influencer le devenir du sport. Maintenant, j'ai assisté à tous les Jeux Olympiques de 1964 à 2000. Je dois dire que à Sydney, j'étais effaré et je prenais beaucoup moins de plaisir à Sydney parce que c'est devenu quelque chose d'absolument gigantesque qui est entre les mains du commerce, des marchands de toutes sortes, des marchands du temple. Ils doivent être là, bien sûr, mais ils ne doivent pas prendre la priorité. Bon, c'est un petit peu ce qui me gêne dans l'évolution actuelle du sport, mais je dis qu'il est possible de maintenir le cap. C'est à nous que revient cette noble tâche. Étant des passionnés, on a inévitablement une sensibilité exacerbée qui peut s'exprimer. D'ailleurs, on voit des quantités d'athlètes de haut niveau ou d'entraîneurs de haut niveau qui expriment leur sensibilité dans d'autres domaines, qui peuvent être la peinture, qui peuvent être la chanson, qui peuvent être le théâtre, qui peuvent être la sculpture, etc. Il y a un développement de la sensibilité dans la pratique du sport de haut niveau. Et il faut savoir qu'elle peut s'exprimer ailleurs. Mais cette sensibilité, si c'est riche, est aussi une source de souffrance si on ne sait pas, quelquefois, cloisonner. Eh bien, c'est vrai aussi, lorsque vous entraînez en pointe, à un haut niveau, eh bien, vous êtes en but à plus de coups de pied qu'autrement. Et à un moment donné, la pression
peut être si forte qu'elle est insupportable et qu'il faut savoir trouver un dérivatif, plus qu'un dérivatif. En ce qui me concerne, moi, ma passion pour le saut à la perche était très forte. Elle, à un moment donné, elle m'a fait souffrir. Elle m'apportait des joies, mais elle m'a fait souffrir. Donc, je me suis dit, et j'ai eu la chance de trouver cette solution, eh bien, je vais lui faire une infidélité. Je vais essayer de me trouver une autre passion. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mis à sculpter dans le bois en 1980. Alors, c'est pas venu comme ça par hasard, c'est tout simplement parce que j'aimais le bois, je suis vosgien d'origine, que chaque fois que j'en avais la possibilité, j'allais voir ceux qui travaillaient le bois, parce que et je m'y suis essayé, et j'ai trouvé, si vous voulez, une expression dans laquelle, à mes yeux, je me valorisais un peu. Donc j'avais un autre regard que le mien, un autre regard que celui que je pouvais avoir en revenant de Moscou, où on nous promettait les trois places du podium et où on n'avait terminé que 4e, vous comprenez? Et là, c'était abominable à supporter parce que tout le monde disait ils sont bons que dans leur jardin. Mais vous, c'était pas vrai, c'était les circonstances comme ça, parce que pour être bon, non seulement il faut travailler beaucoup, éventuellement, il faut avoir un peu de talent, mais il faut beaucoup de chance.